Les femmes qui allaient devenir certaines des gardiennes les plus redoutées des camps de concentration de l'Allemagne nazie n'ont pas commencé comme des monstres. Beaucoup étaient simplement de jeunes femmes ordinaires qui ont été attirées dans le système à travers l'endoctrinement, la manipulation et une loyauté farouche envers le régime nazi. Elles venaient de métiers ordinaires, comme cuisinières, coiffeuses et serveuses, mais elles ont été transformées en exécutrices brutales de la terreur nazie. Cette transformation n'était pas accidentelle. C'était un processus soigneusement orchestré qui a commencé bien avant que ces femmes n'entrent dans les camps. Tout a commencé avec leur recrutement et leur endoctrinement, notamment à travers les organisations de jeunesse nazies, qui ont joué un rôle important dans leur formation en tant qu'agentes de l'horreur. Au fur et à mesure que le régime nazi s'étendait, le besoin de personnel pour superviser le nombre croissant de camps de concentration augmentait également. Initialement, les gardiens des camps de concentration étaient principalement des hommes, mais au début des années 1940, les SS ont commencé à recruter activement des femmes pour servir de gardiennes, en particulier dans les camps qui hébergeaient des prisonnières. La plupart de ces femmes n'avaient pas besoin d'avoir une expérience professionnelle formelle ni de qualification. La seule exigence était la loyauté envers l'idéologie nazie. En conséquence, de nombreuses femmes sans expérience préalable dans l'application de la loi ou le service militaire se sont retrouvées à porter les uniformes des SS et à exercer du pouvoir sur la vie de milliers de prisonniers. Pour certaines, cela représentait une opportunité. Beaucoup de ces femmes venaient de milieux modestes et étaient attirées par les camps de concentration en raison de la sécurité d'emploi et du salaire décent que les SS offraient. Le régime nazi peignait ce travail comme patriotique, et les SS le présentaient souvent comme un devoir respectable et essentiel envers la patrie. Il y avait aussi un sentiment d'aventure, en particulier pour les jeunes femmes qui n'avaient peut-être pas beaucoup de perspectives de carrière dans l'Allemagne dévastée d'après la Première Guerre mondiale. Les femmes qui ont rejoint les SS ont été promises à une stabilité financière et à un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Pour beaucoup, cette attraction suffisait à éclipser toute hésitation morale qu'elles auraient pu ressentir. Elles croyaient qu'elles servaient à leur pays et contribuaient à assurer un avenir glorieux pour la race aryenne. Beaucoup de ces femmes avaient été endoctrinées bien avant de mettre les pieds dans un camp de concentration, grâce à des organisations de jeunesse nazie, comme la Ligue des jeunes filles allemandes, Bund Deutscher Mädel ou BDM. Il s'agissait de la branche féminine des jeunesses hitlériennes, une organisation conçue pour former la prochaine génération de nazis loyaux. Des filles dès l'âge de 10 ans étaient inscrites au BDM, où on leur enseignait à la fois des tâches ménagères comme la cuisine et le soin des enfants, ainsi que l'importance de la pureté raciale et de la loyauté envers Hitler. La mission du BDM était claire: façonner les jeunes filles en épouses et mères aryennes parfaites, mais aussi s'assurer qu'elles étaient prêtes à servir l'État nazi dans n'importe quelle capacité qui leur serait demandée. Elles étaient nourries d'une propagande nazie constante qui soulignait leur rôle dans la préservation de la pureté de la race allemande et le soutien aux hommes qui combattaient au front. On disait aux filles que c'était leur devoir de défendre la patrie contre des menaces telles que le communisme, les juifs et d'autres soi-disant ennemis du Reich. Pour beaucoup de ces jeunes filles, la Ligue des jeunes filles allemandes était plus qu'un simple groupe de jeunes. C'était tout leur monde social. Elles étaient isolées des influences extérieures et élevées dans un environnement où l'idéologie nazie était perçue comme la vérité suprême. Une fois devenues adultes, beaucoup de ces femmes étaient pleinement convaincues de la justesse de la cause nazie. Lorsque l'opportunité de travailler dans les camps de concentration s'est présentée, beaucoup n'y ont pas vu un acte de cruauté, mais une façon de servir leur pays. Une fois recrutées, les femmes étaient envoyées dans des camps de formation comme Ravensbrück, le plus grand camp de concentration pour femmes, qui servait également de centre de formation pour les gardiennes. La formation était conçue pour transformer ces femmes en exécutrices implacables de la politique nazie. Elles étaient formées à maintenir l'ordre dans les camps, souvent par la violence et l'intimidation. Les femmes étaient formées aux mêmes tactiques brutales que leurs homologues masculins et étaient encouragées à considérer les prisonniers comme moins qu'humains. Pendant leur séjour à Ravensbrück, ces femmes étaient souvent témoins des horreurs quotidiennes de la vie dans les camps, les passages à tabac, la famine, le travail forcé et les exécutions.
Loin d'être horrifiées par ce qu'elles voyaient, de nombreuses recrues ont embrassé leur rôle. Leurs supérieurs les encourageaient à exercer leur pouvoir d'une main de fer et elles l'ont fait. Certaines gardiennes sont même devenues célèbres pour leur cruauté, se sentant fières de la peur qu'elles inspiraient chez les prisonniers. Il est facile de se demander pourquoi ces femmes, souvent si jeunes, sont devenues des participantes si volontaires dans la machine de mort nazie. La réponse, bien que inconfortable, est complexe. Certaines étaient motivées par l'idéologie. Elles croyaient sincèrement à la vision nazie d'un empire racialement pur. D'autres étaient motivées par le désir de pouvoir et de contrôle, prenant plaisir à l'autorité qu'elles avaient sur les prisonniers. Pour certaines, les camps n'étaient qu'un travail, un moyen de gagner leur vie dans un pays ravagé par la guerre et l'effondrement économique. L'endoctrinement a également joué un rôle énorme. Lorsque beaucoup de ces femmes ont été recrutées comme gardiennes, elles avaient passé des années plongées dans la propagande nazie. Elles avaient été élevées dans la croyance que les Juifs, les Roms et d'autres soi-disant ennemis de l'État étaient des sous-hommes et méritaient le sort qui les attendait dans les camps. Aux yeux de ces femmes, elles ne commettaient pas d'atrocités, elles rendaient justice. Chapitre 2. La double agente devenue monstre. Carmen Maury et le règne cruel de Ravensbrück. La vie de Carmen Maury, avant de devenir l'une des gardiennes les plus redoutées dans les camps de concentration nazis, était, d'après tous les témoignages, bien différente. Née en Suisse, Maury avait commencé sa carrière en tant que journaliste. Elle était bien éduquée et venait d'un milieu relativement privilégié, travaillant pour des publications de renom, telles que ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de The Guardian. Cependant, les choses prirent un tournant sombre pour elle lorsque la Gestapo, la police secrète nazie, la recruta comme agent double au milieu des années 1930. À partir de ce moment-là, son histoire se transforma en une spirale de trahison, de violence et de cruauté. Maury espionnait initialement pour les nazis, collectant des informations sur des politiciens et des membres de la résistance à travers l'Europe. Cependant, sa loyauté fut rapidement remise en question, et elle se retrouva bientôt piégée entre les nazis et son propre jeu dangereux d'espionnage. Après avoir été arrêtée par les Français en 1940 et condamnée à mort, le destin de Maury fut scellé lorsque les Allemands envahirent la France. La Gestapo, qui n'avait plus totalement confiance en elle après son bref emprisonnement, décida de l'envoyer vers une nouvelle destination, directement dans l'univers effroyable des camps de concentration. En 1941, Carmen Maury fut envoyée à Ravensbrück, un camp de concentration principalement pour femmes. Cependant, elle n'y entra pas en tant que prisonnière pour être punie, mais devint une capo, une prisonnière ayant un poste de pouvoir qui aidait les SS à contrôler la population du camp. Les nazis plaçaient souvent des prisonniers à ces postes pour réduire les coûts et s'assurer que les prisonniers se surveillaient mutuellement. Dans son nouveau rôle, Maury révéla sa véritable nature. Elle se montra impitoyable, violente et sadique, et acquit rapidement la réputation d'être l'une des capos les plus redoutés de tout le camp. À Ravensbrück, Maury travaillait dans l'infirmerie, censé être un lieu où les prisonniers malades recevaient des soins médicaux. Cependant, sous son contrôle, cela devint une maison des horreurs. Au lieu de fournir des traitements, Maury utilisait sa position pour tourmenter et tuer les prisonniers. Les survivants ont témoigné qu'elle semblait prendre plaisir à la souffrance des autres, en particulier en s'en prenant aux prisonniers souffrant de maladies mentales et à ceux qui étaient trop faibles pour se défendre. L'une de ses tactiques les plus effrayantes consistait à utiliser des injections létales. Maury transportait des seringues remplies de substances qui calmeraient les prisonniers de manière permanente. Elle se moquait de ses victimes tout en les injectant, disant souvent des phrases comme « Cela te calmera pour toujours, mon amour », avant de rire et de les laisser mourir. Selon plusieurs récits, Maury utilisait sa position pour mener des expériences macabres sur les prisonniers dont elle avait la charge, leur injectant des produits chimiques mortels et observant leur lente agonie. Ces injections étaient souvent administrées sans raison particulière, sauf pour le plaisir apparent qu'éprouvait Maury en voyant souffrir les gens. Il y a également eu des témoignages selon lesquels elle enfermait des prisonniers, certains nus et vulnérables, dans des pièces sans fenêtres, sans nourriture ni eau. Laissés à mourir de faim et dans l'obscurité totale, ces prisonniers mouraient souvent de manière lente et agonisante. Les témoins ont affirmé que les conditions dans ces pièces
était si horrible que, lorsque les portes étaient enfin ouvertes, les corps étaient souvent mutilés, les prisonniers s'étant mordus les doigts ou tentant de s'arracher les yeux dans leur désespoir. Le règne de terreur de Maury était particulièrement brutal dans l'infirmerie. C'est là, d'après les récits, qu'elle torturait des prisonniers déjà malades et faibles, les poussant au-delà du point de désespoir. Les prisonniers qui ne pouvaient pas se lever ou bouger assez vite étaient soumis à des passages à tabac brutaux, souvent avec une ceinture ou un tuyau en caoutchouc. Elle trouvait un plaisir pervers à forcer ces femmes malades à se déshabiller et à rester debout pendant des heures par des températures glaciales, observant la manière dont l'hypothermie s'emparait d'elles. Les prisonniers admis à l'infirmerie racontaient souvent comment ils redoutaient de voir Maury. Au lieu d'être soignés pour leur maladie, ils étaient encore plus torturés. Ils se disaient qu'elle trouvait un plaisir particulier à tourmenter les malades mentaux, les qualifiant de ânes et de corps inutiles, avant de leur infliger les formes de châtiment les plus cruelles. Dans un incident particulièrement horrible, Maury aurait traîné une prisonnière souffrant de troubles mentaux sur le sol de l'infirmerie, se moquant d'elle avant de lui administrer une injection létale qui mit fin à sa vie. Les témoins de Ravensbrück ont raconté comment Maury se promenait dans l'infirmerie comme si elle en était la propriétaire, prenant note des prisonniers les plus faibles et les plus vulnérables avant de décider de leur sort. Elle exerçait un pouvoir absolu, agissant en toute impunité, sachant que personne ne remettrait en question ses actions. Les prisonniers la craignaient, et à juste titre. La moindre désobéissance, aussi insignifiante soit-elle, pouvait entraîner des coups ou même la mort sous ses mains. Après la guerre, les atrocités de Ravensbrück furent révélées et Carmen Maury fut capturée. Son procès, comme ceux de nombreuses autres gardiennes des camps de concentration, fut très médiatisé. Elle fut accusée de crimes de guerre, notamment de torture et de meurtre de nombreux prisonniers pendant son séjour dans le camp. La salle d'audience fut horrifiée en écoutant les témoins relater ses actes de cruauté, en particulier son utilisation d'injections létales. Mais, comme à son époque en tant que double agent, Maury trouva une nouvelle fois un moyen d'échapper à son sort. Alors que le jour de son exécution approchait, elle décida de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter la justice. Le 9 avril 1947, à peine un mois avant d'être pendue, Carmen Maury se suicida dans sa cellule. Elle avait échappé à la potence, mais pas à l'héritage d'horreur qu'elle avait laissé derrière elle. Chapitre 3. Brutalité sans limite, le règne de terreur de Hertha Botte dans les derniers jours de Bergen-Belsen. Hertha Botte, comme beaucoup des gardiennes féminines des camps de concentration nazis, n'avait pas commencé sa carrière dans les SS. Initialement formée comme infirmière, elle fut plus tard attirée par le sombre système de violence et de cruauté du régime nazi. À la fin de la guerre, Botte avait acquis une sinistre réputation pour son traitement brutal des prisonniers, notamment à Bergen-Belsen, l'un des camps les plus horribles libérés par les Alliés. La transition de Botte, d'infirmière à gardienne de camp de concentration, commença lorsqu'elle rejoignit les SS pendant que la guerre se poursuivait. Bien que de nombreuses femmes aient été recrutées, Botte, comme beaucoup de ses consoeurs, semblait accepter l'autorité et le contrôle qui venaient avec sa position. Elle gravit rapidement les échelons, devenant superviseur dans plusieurs camps, dont Auschwitz et Stutthof, avant de finir à Bergen-Belsen, où sa cruauté se déchaîna complètement. L'une des choses qui différenciait Hertha Botte des autres gardiennes féminines était sa disposition à utiliser la violence pour imposer son pouvoir sur les prisonniers. Elle était connue pour être physiquement imposante, mesurant plus d'1,80 m, ce qui faisait d'elle une figure intimidante dans les camps. Botte portait fréquemment un lourd bâton en bois ou un fouet, qu'elle n'hésitait pas à utiliser contre les prisonniers pour les infractions les plus insignifiantes. Les survivants des camps où Botte a travaillé se souviennent de son tempérament violent et de son enthousiasme à s'en prendre aux prisonniers. À Stutthof, où elle a servi avant d'être transférée à Bergen-Belsen, elle était connue pour frapper les prisonniers de ses propres mains, souvent jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. La moindre désobéissance perçue pouvait provoquer sa violence, et elle frappait les prisonniers avec une telle force qu'ils souffrirent souvent de fractures osseuses et de graves blessures. La brutalité de Botte ne se limitait pas à quelques incidents. Elle était quotidienne, transformant la vie des prisonniers sous sa surveillance en un cauchemar constant. Dans les derniers mois de la guerre, alors que le régime nazi commençait à s'effondrer et que les forces soviétiques avançaient,
Herta Bot joua un rôle important dans les marches de la mort qui transportaient des prisonniers d'un camp à un autre. Ces marches, destinées à empêcher les prisonniers d'être libérés par les Alliés en progression, étaient connues pour leur brutalité. Des milliers de prisonniers moururent en chemin, épuisés, malades ou tués par les gardes. Bot, en tant que gardienne responsable de superviser ces marches, se montra particulièrement cruelle. Elle obligeait les prisonniers à marcher pendant des kilomètres dans des conditions de froid extrêmes, avec peu ou pas de nourriture ou d'eau. Ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme étaient souvent battus à mort ou fusillés sur place. Les survivants racontaient comment Bot criait sur les prisonniers, se moquait de leurs souffrances et les frappait avec son bâton ou ses poings s'ils trébuchaient ou tombaient. Beaucoup de prisonniers qui survécurent aux marches de la mort témoignèrent que c'était la cruauté de Bot qui rendait ces réinstallations forcées encore plus mortelles. Lorsque Herta Bot arriva à Bergen-Belsen au début de l'année 1945, elle entra dans un camp déjà au bord de l'effondrement total. Les conditions y étaient épouvantables. Des milliers de prisonniers étaient entassés dans des baraquements surpeuplés. La maladie régnait et les cadavres s'amoncelaient dans les zones ouvertes du camp, souvent laissés à pourrir car plus personne n'était là pour les enterrer. Le typhus, la dysenterie et la famine faisaient des centaines de victimes chaque jour, et les gardiens des SS ne faisaient rien pour aider. En fait, ils contribuaient à la souffrance. À Bergen-Belsen, le règne de terreur de Bot se poursuivit. Elle était responsable d'un détachement de travail, obligeant les prisonniers à travailler dans des conditions des plus brutales, bien que beaucoup d'entre eux fussent déjà au bord de la mort en raison de la malnutrition et des maladies. Bot s'en moquait. Elle frappait les prisonniers trop faibles pour travailler, les menant souvent au point de s'effondrer. Elle prenait plaisir à infliger la plus grande douleur possible, frappant et battant régulièrement les prisonniers incapables de répondre aux exigences du travail forcé. À mesure que la situation dans le camp empirait et que les SS commençaient à perdre le contrôle, Bot ne céda pas. En fait, elle semblait se délecter du chaos, l'utilisant comme excuse pour intensifier son comportement violent. Lorsque les forces britanniques libérèrent Bergen-Belsen en avril 1945, le camp s'était transformé en un véritable enfer sur terre. Les soldats qui pénétrèrent dans le camp furent horrifiés par ce qu'ils découvrirent. Des tas de cadavres émaciés, des prisonniers à peine vivants qui ressemblaient à des squelettes ambulants, et une odeur de mort qui imprégnait chaque recoin du camp. Les forces britanniques arrêtèrent rapidement les gardiens des SS, y compris Bot, qui n'avait même pas tenté de s'échapper. Avec d'autres gardiens, elle fut forcée de participer au nettoyage du camp, enterrant les corps de ceux qui étaient morts sous sa surveillance. Bot se plaignit alors de l'indignité de devoir manipuler des cadavres en décomposition, sans exprimer la moindre sympathie pour les prisonniers qui avaient tant souffert. Après la libération de Bergen-Belsen, Herta Bot, ainsi que plusieurs autres gardiens, fut arrêté et jugé pour crimes de guerre. Le tribunal militaire britannique, lors des procès de Belsen, s'intéressait particulièrement au rôle de Bot dans les atrocités de Bergen-Belsen et pendant les marches de la mort. Au cours du procès, les survivants apportèrent des témoignages terrifiants sur sa brutalité, décrivant comment elle battait les prisonniers à mort, les obligeait à travailler jusqu'à l'effondrement et prenait plaisir à leur souffrance. Cependant, Bot montra peu de remords pour ses actions pendant le procès. Lorsqu'on lui demanda quel rôle elle avait joué dans les passages à tabac, elle déclara simplement que les prisonniers ne suivaient pas les ordres et qu'ils méritaient leur punition. Son attitude froide et son refus d'assumer la responsabilité des horribles conditions à Bergen-Belsen ne firent qu'augmenter l'indignation qui entourait son cas. Finalement, Bot fut condamnée à 10 ans de prison pour ses crimes. Cependant, contrairement à certaines autres gardiennes féminines qui furent condamnées à mort pour leurs actions, la peine de Bot fut relativement clémente. Cette indulgence était probablement due au fait que, bien qu'indéniablement brutale, il n'y avait pas suffisamment de preuves la liant directement aux massacres de masse qui eurent lieu dans les chambres à gaz d'autres camps comme Auschwitz. Malgré son rôle dans la souffrance et la mort de nombreux prisonniers, Bot ne purgea qu'une partie de sa peine. En 1951, après seulement 6 ans de prison, elle fut libérée par anticipation. Elle vécut le reste de sa vie dans une relative obscurité, évitant largement l'examen public de ses crimes. Dans des interviews ultérieures, Bot resta sans remords pour ses actions durant la guerre.
Elle se décrivait comme une « victime des circonstances », affirmant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de suivre les ordres. Même dans sa vieillesse, elle refusa de reconnaître la douleur et la souffrance qu'elle avait infligées à tant de personnes innocentes. Chapitre 4. La Dame de la Mort. L'orchestration du meurtre de masse par Maria Mandl à Auschwitz. Le nom de Maria Mandl est associé à certaines des atrocités les plus horribles commises pendant l'Holocauste. Née en Autriche en 1912, Mandl ne semblait pas initialement destinée à une vie de violence et de cruauté. Pourtant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle était devenue l'une des gardiennes les plus influentes à Auschwitz, gagnant le surnom de la Dame de la Mort. Sa position dans le camp et son implication directe dans le processus de sélection la rendaient personnellement responsable de la mort de plus de 500 000 personnes, la plupart envoyées dans les chambres à gaz sous ses ordres. L'ascension de Mandl dans les rangs du système de camps de concentration nazi fut rapide. Elle rejoignit les SS en 1938, travaillant d'abord au camp de Lichtenburg avant d'être transférée à Ravensbrück, où elle perfectionna les compétences en cruauté et en violence qui allaient la rendre tristement célèbre. Son passage à Ravensbrück servit de préparation pour le rôle qu'elle allait jouer plus tard à Auschwitz, où elle arriva en 1942. En tant que gardienne la plus haut gradée à Auschwitz-Birkenau, Mandl détenait un pouvoir pratiquement illimité. Elle était la superviseure principale, Oberaufseherin, ce qui signifiait qu'elle était responsable de toutes les gardiennes et de dizaines de milliers de prisonnières dans le camp. À Auschwitz, les responsabilités de Mandl allaient bien au-delà de la simple supervision des prisonnières. Elle était directement impliquée dans le processus de sélection, une tâche horrible qui consistait à décider qui, parmi les nouveaux arrivants, était apte au travail et qui serait envoyé directement dans les chambres à gaz. Chaque jour, lorsque des trains chargés de prisonniers arrivaient au camp, Mandl se tenait sur la rampe avec ses collègues officiers des SS, décidant froidement qui vivrait et qui mourrait. La grande majorité, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades, étaient envoyés à la mort, souvent dans les heures qui suivaient leur arrivée à Auschwitz. Ces sélections étaient effectuées sans aucune émotion, et Mandl considérait le processus comme une routine de son travail. Selon les témoignages des survivants d'Auschwitz, elle était connue pour son attitude sévère et son absence totale de compassion. Les prisonniers se souvenaient d'elle séparant les familles, arrachant les enfants des bras de leur mère et les envoyant dans les chambres à gaz d'un simple geste de la main. Mandl semblait fière de l'autorité qu'elle exerçait, savourant la peur qu'elle inspirait. Son indifférence glaciale face à la souffrance qui l'entourait la rendait l'une des figures les plus redoutées du camp. Mais la cruauté de Mandl ne se limitait pas au processus de sélection. Elle était également connue pour son traitement brutal des prisonniers à l'intérieur du camp. Elle participait régulièrement au passage à tabac et aux tortures de ceux qui étaient trop faibles ou malades pour travailler. Les témoins décrivaient comment elle fouettait personnellement les femmes jusqu'à la mort ou les frappait jusqu'à ce qu'elles ne bougent plus. Elle était particulièrement connue pour diriger sa cruauté contre les femmes malades, les considérant comme inutiles et jetables. Les survivants racontaient comment elle se promenait dans les baraquements, désignant celles qu'elle jugeait incapables, et les envoyait au bloc 25, une zone d'attente pour les prisonniers destinés aux chambres à gaz. Le sadisme de Mandl était également psychologique. Elle exploitait toutes les occasions pour briser l'esprit des prisonniers sous son contrôle. Un des exemples les plus horribles en est sa participation à l'organisation de l'orchestre du camp. Cet orchestre était composé de prisonnières forcées à jouer de la musique pendant que les nouveaux arrivants marchaient vers les chambres à gaz. Mandl joua un rôle clé dans l'établissement et la supervision de ce groupe, et les survivants se souvenaient d'elle souriant pendant que les femmes jouaient des mélodies joyeuses, alors que des milliers de personnes étaient conduites à la mort. Cette moquerie macabre de l'humanité ajoutait une couche supplémentaire de terreur à la souffrance déjà insupportable des prisonniers. Le règne de terreur de Mandl à Auschwitz dura jusqu'à la libération du camp en 1945. À ce moment-là, elle était devenue l'une des figures les plus puissantes et redoutées de tout le système des camps de concentration nazis. Lorsque Auschwitz fut évacué avant l'arrivée des forces soviétiques, Mandl s'enfuit, mais elle fut capturée plus tard cette même année par des troupes américaines. Son arrestation marqua le début d'un procès longuement attendu pour les innombrables atrocités qu'elle avait commises.
En 1947, Maria Mandl fut jugée par les autorités polonaises lors du procès d'Auschwitz à Cracovie. Les preuves contre elle étaient accablantes. Les survivants se présentèrent pour témoigner des horreurs qu'ils avaient endurées sous sa supervision. Ils racontèrent des histoires sur sa participation au processus de sélection, sur les passages à tabac, les meurtres et les formes sadiques de souffrance qu'elle infligeait à ceux qu'elle considérait comme inférieurs. Son rôle dans l'envoi de centaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées dans les chambres à gaz fut un sujet central du procès. Mandl montra peu de remords pendant le procès. Elle conserva une attitude froide et distante, semblable à celle qu'elle avait manifestée pendant son séjour à Auschwitz. Sa défense, comme celle de nombreux autres criminels de guerre nazis, était qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres. Mais l'ampleur de ses crimes démontrait clairement qu'elle était allée bien au-delà de ce qui lui était demandé par le régime nazi. Mandl avait embrassé son rôle avec enthousiasme, savourant la douleur et la mort qu'elle infligeait. Le procès se conclut par un verdict de culpabilité et Mandl fut condamnée à mort pour crime contre l'humanité. Le 24 janvier 1948, elle fut exécutée par pendaison. Sa mort apporta une petite mesure de justice aux survivants d'Auschwitz, mais ne pouvait jamais effacer les horreurs qu'elle avait contribué à créer. Jusqu'à la fin, Mandl resta une figure de mal calculé et froid, une femme qui avait pleinement adopté la brutalité du régime nazi et utilisé sa position pour orchestrer le meurtre de masse de personnes innocentes. Chapitre 5. Le fouet de la peur, la règle impitoyable d'Annelies Coleman à Neuengamme et Bergen-Belsen. Annelies Coleman n'a pas commencé sa carrière dans les SS dans un rôle militaire prestigieux. Avant la guerre, elle n'était qu'une simple conductrice de tramway à Hambourg, menant une vie ordinaire. Mais lorsque la guerre atteignit ses dernières étapes, elle, comme beaucoup d'autres femmes, fut attirée dans les rangs du système des camps de concentration nazis. Ce qui suivit fut une descente rapide dans la cruauté, alors que Coleman se fit connaître pour son traitement brutal des prisonniers, notamment par l'utilisation violente d'un fouet. Tant à Neuengamme qu'à Bergen-Belsen, elle gagna la réputation d'être l'une des gardiennes féminines les plus impitoyables, déchaînant la terreur sur d'innombrables prisonniers sans défense. Le chemin de Coleman vers le pouvoir dans les camps de concentration commença lorsqu'elle rejoignit l'auxiliaire féminine des SS. Elle fut rapidement chargée de superviser des prisonnières, mais il ne fallut pas longtemps avant que ces tendances sadiques ne se manifestent. À Neuengamme, l'un des camps où elle travailla avant d'être transférée à Bergen-Belsen, Coleman développa une méthode de contrôle terrifiante. Elle portait toujours un fouet. C'était son outil préféré pour infliger de la douleur aux prisonniers. Le fouet devint un symbole de son pouvoir et elle l'utilisait fréquemment avec une force terrifiante. Les survivants de Neuengamme se souvenaient comment Coleman fouettait les prisonniers sans discernement, souvent sans raison apparente, si ce n'est pour leur rappeler son autorité. Même la plus petite désobéissance ou erreur pouvait entraîner un fouet brutal. Ce qui la rendait encore plus redoutée était sa tendance à cibler les prisonniers les plus vulnérables, y compris les femmes enceintes. Coleman ne montrait aucune pitié envers ces femmes, malgré leur vulnérabilité physique évidente. Les survivants décrivaient comment elle les fouettait jusqu'à ce qu'elles soient au bord de l'effondrement, les laissant saigner, incapables de se tenir debout. Son sadisme ne se limitait à aucun groupe particulier de prisonniers. Quiconque était sous sa supervision risquait d'être victime de sa violence. Qu'il s'agisse d'une jeune femme luttant pour répondre aux exigences du travail ou d'une vieille femme trop faible pour marcher, Coleman bondissait avec son fouet, les punissant sans aucun remords. Les sons de ses coups de fouet étaient si fréquents que de nombreux prisonniers apprirent à éviter le contact visuel avec elle, dans l'espoir d'échapper à son attention. En mars de 1945, lorsque la guerre commença à tourner en défaveur des Allemands et que les SS s'empressaient d'évacuer leur camp, le règne de terreur de Coleman se poursuivit. Aux côtés d'autres gardiens, elle participa à la supervision des marches de la mort. Ces marches étaient de longues évacuations forcées de prisonniers destinées à empêcher qu'ils ne tombent entre les mains des Alliés. Ces marches furent parmi les épisodes les plus brutaux des derniers mois de l'Holocauste. Les prisonniers étaient forcés de marcher sur des kilomètres dans des conditions de froid extrême, sans nourriture, eau ou vêtements adéquats. Beaucoup moururent en chemin à cause de l'épuisement, de la faim ou de l'exposition aux éléments.
Le rôle de Coleman dans les marches de la mort fut particulièrement impitoyable. Alors que les prisonniers avançaient péniblement dans la neige et la boue, elle les suivait de près, fouet en main, prête à frapper quiconque ne pouvait pas tenir le rythme. Ceux qui restaient en arrière ou s'effondraient étaient fouettés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus bouger. Pour beaucoup, ces coups furent fatals. Elle n'hésitait pas à utiliser son fouet sur les plus faibles et les plus vulnérables, sachant très bien que beaucoup d'entre eux ne survivraient pas. Les prisonniers se souvenaient que sa présence pendant les marches était une source constante de peur, car ils ne savaient jamais quand il pourrait devenir sa prochaine cible. Après les marches de la mort, Coleman se retrouva à Bergen-Belsen, l'un des camps de concentration les plus tristement célèbres de la guerre. Lorsqu'elle arriva, le camp était déjà dans un état d'horreur inimaginable. Des milliers de prisonniers mouraient chaque jour à cause des maladies, de la faim et des conditions de vie indescriptibles. Le camp était tellement surpeuplé que les morts gisaient en tas, sans sépulture, tandis que les vivants luttaient pour survivre parmi la mort et le désespoir. À Bergen-Belsen, Coleman continua d'utiliser son fouet pour maintenir le contrôle sur les prisonniers, malgré les conditions désespérées. Même lorsque le camp plongeait dans le chaos, elle restait aussi violente qu'avant. Les prisonniers décrivaient comment elle se promenait dans les baraquements, fouettant quiconque était trop faible pour se déplacer rapidement ou trop malade pour suivre ses ordres. L'utilisation du fouet allait au-delà du maintien de la discipline. C'était une manière d'affirmer son pouvoir et d'instiller la peur. Même dans un camp où la mort était omniprésente, la présence de Coleman était un rappel constant que la brutalité restait une menace quotidienne. Lorsque les forces britanniques libérèrent Bergen-Belsen en avril de 1945, Coleman, comme beaucoup d'autres gardiens SS, fut capturé. Les libérateurs furent horrifiés par ce qu'ils trouvèrent dans le camp. Des milliers de cadavres non enterrés, des prisonniers à l'agonie des suites de maladies et de la faim, et une absence totale d'ordre. Les Britanniques n'hésitèrent pas à arrêter les gardiens responsables des atrocités, et Coleman fut rapidement placé en détention. Malgré les preuves accablantes de ses crimes, le sort de Coleman après la guerre fut étonnamment clément. Elle fut jugée lors des procès de Belsen, où les survivants témoignèrent de son utilisation du fouet et de sa participation aux marches de la mort. Les témoins décrivirent la brutalité avec laquelle elle frappait les prisonniers et son absence de scrupules à utiliser la violence contre ceux qui souffraient déjà des terribles conditions du camp. Un survivant se souvint comment Coleman avait fouetté si violemment une femme enceinte qu'elle perdit connaissance, son corps gisant au sol, ensanglanté. Un autre témoin décrivit l'horreur de la marche de la mort, où le fouet de Coleman était toujours présent, s'assurant que personne ne restait en arrière sans en payer un prix terrible. Malgré ces témoignages, Coleman fut condamné à seulement 2 ans de prison. Cette indulgence était en partie due au fait que, contrairement à certains des gardiens les plus importants, elle n'avait pas été directement impliquée dans les exterminations de masse dans des camps comme Auschwitz. Le chaos à Bergen-Belsen dans ces derniers jours rendit également difficile la collecte de preuves concrètes la liant à des meurtres spécifiques. Le tribunal semblait la considérer comme une figure de rang inférieur dans la hiérarchie des SS, bien que les survivants de sa cruauté n'auraient probablement pas été d'accord avec cette évaluation. Coleman purgea sa peine et fut libérée peu de temps après son procès. Elle n'exprima jamais publiquement de remords pour ses actions, et il existe peu de traces de ce qu'il advint d'elle après sa libération. Anneliese Coleman peut ne pas avoir été l'une des gardiennes les plus importantes des SS, mais son héritage de violence et de cruauté est indéniable. Chapitre 6. La Belle Bête. Le règne mortel de la jalousie et de la cruauté d'Irma Grese à Auschwitz. Irma Grese, souvent surnommée la Belle Bête, était une jeune femme qui accéda à l'un des postes les plus redoutés du système des camps de concentration nazis à un âge où la plupart des gens commencent à peine à découvrir leur avenir. L'ascension de Grese vers la renommée fut rendue possible grâce à sa cruauté extrême et au plaisir sadique qu'elle semblait tirer de la souffrance des autres. À seulement 22 ans, elle était devenue l'une des gardiennes les plus infâmes d'Auschwitz, avec une réputation si effrayante qu'elle survécut à sa courte vie. Son règne brutal à Auschwitz était nourri par la jalousie, la violence et une soif insatiable de pouvoir. Née en 1923, Grese venait d'un milieu modeste. Comme beaucoup de jeunes Allemands de l'époque, elle fut endoctrinée dès son plus jeune âge dans l'idéologie nazie. Elle rejoignit la Ligue des jeunes filles allemandes,
la branche féminine des jeunesses hitlériennes, où on lui apprit à croire en la supériorité raciale de la race aryenne et à la nécessité d'éliminer ceux jugés indignes. À la fin de son adolescence, Grace avait pleinement embrassé ses croyances et souhaitait jouer un rôle actif dans le régime nazi. À 19 ans à peine, elle se porta volontaire pour servir dans les SS, où sa vie prit un tournant sombre et irréversible. En 1942, Grace fut affectée à Auschwitz-Birkenau, le plus grand et le plus meurtrier de tous les camps d'extermination nazis. Là, elle gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir superviseur principal, juste en dessous de l'officier féminin le plus haut placé du camp, Maria Mandel. Grace fut chargée de surveiller les prisonnières, et c'est dans ce rôle que sa nature brutale émergea pleinement. Les prisonniers qui survécurent à son règne la décrivirent plus tard comme une femme qui prenait plaisir à infliger de la douleur et qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre la vie de ceux sous son contrôle aussi misérable que possible. L'un des aspects les plus infâmes de la cruauté de Grace fut son utilisation d'un chien grand et féroce. Le chien avait été dressé pour attaquer les prisonniers sur commande, et Grace l'utilisait comme une arme pour affirmer sa domination. Elle patrouillait dans le camp avec l'animal à ses côtés, et si elle voyait un prisonnier qui lui déplaisait, que ce soit parce qu'il marchait trop lentement, semblait faible ou simplement se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, elle lâchait le chien sur lui. Les survivants racontaient des histoires où Grace riait tandis que le chien déchirait ses victimes, les tuant ou leur infligeant des blessures horribles. La simple vue de Grace et de son chien suffisait à provoquer des vagues de terreur dans le camp. Mais sa cruauté ne se limitait pas à l'utilisation de son chien. Grace était connue pour frapper violemment les prisonniers, souvent avec un fouet qu'elle portait en permanence. Ce fouet devint un symbole de son autorité et de son sadisme, et elle n'hésitait pas à l'utiliser. Elle fouettait les prisonniers pour la moindre infraction, parfois sans raison apparente. Les survivants racontaient comment elle fouettait si brutalement les femmes qu'elles perdaient connaissance, leur corps couvert de profondes coupures et de blessures ouvertes. Dans certains cas, ces coups s'avéraient fatals, les prisonniers mourant sous la pure brutalité du châtiment. Le comportement sadique de Grace s'étendait également à sa participation au processus de sélection à Auschwitz. C'était le processus par lequel les nouveaux prisonniers arrivant au camp étaient sélectionnés. Ceux jugés aptes au travail étaient autorisés à vivre, tandis que les autres étaient envoyés directement dans les chambres à gaz. Grace participait à ces sélections avec une indifférence presque mécanique, décidant du sort de centaines de prisonniers chaque jour. Mais ce qui rendait ces actions encore plus troublantes était la cruauté personnelle qu'elle injectait dans ces procédures déjà horribles. Elle sélectionnait souvent des prisonniers qu'elle jugeait plus attirants qu'elle et les envoyait dans les chambres à gaz par pure jalousie. Les insécurités de Grace semblaient alimenter sa violence, alors qu'elle déversait ses frustrations sur les prisonniers qui avaient le malheur d'attirer son attention. Irma Grace aimait jouer avec les prisonniers, leur donnant de faux espoirs avant de les leur arracher. L'une des façons dont elle le faisait était de permettre aux prisonniers de croire qu'ils pourraient échapper au processus de sélection, pour les envoyer finalement à la mort au dernier moment. Son sadisme était calculé, et elle semblait prendre plaisir au pouvoir qu'elle avait sur la vie et la mort. Pour ceux sous sa surveillance, il n'y avait aucune échappatoire aux tourments quotidiens qu'elle leur infligeait. En 1945, lorsque les Alliés se rapprochaient du régime nazi, Grace fut transférée à Bergen-Belsen, un autre camp où les conditions étaient déjà extrêmement dures. Mais même dans les derniers jours de la guerre, alors que la machine nazie commençait à s'effondrer, la cruauté de Grace ne diminua pas. Elle continua de frapper les prisonniers, de lâcher son chien sur eux et de participer aux horreurs quotidiennes du camp. Lorsque les Britanniques libérèrent Bergen-Belsen en avril de 1945, ils trouvèrent des milliers de prisonniers émaciés et mourants, dont beaucoup avaient souffert sous la surveillance de Grace. Malgré le chaos à la fin de la guerre, Grace ne tenta pas de fuir. Elle fut capturée par les Britanniques qui étaient déterminés à traduire en justice les gardiens SS de Bergen-Belsen. Dans les mois qui suivirent, Grace fut jugée lors des procès de Belsen où elle fut l'une des accusées les plus en vue. Les témoignages contre elle étaient accablants. L'un après l'autre, les survivants se présentèrent pour raconter les horreurs qu'ils avaient endurées à ses mains. Ils parlèrent de ses coups brutaux, de l'utilisation de son chien pour tuer des prisonniers
et de son rôle dans le processus de sélection à Auschwitz. Tout au long du procès, Grèze montra peu de remords. Elle soutenait qu'elle ne faisait que suivre les ordres et refusa d'assumer la responsabilité des atrocités qu'elle avait commises. Son attitude froide et distante pendant les procédures n'a fait qu'alimenter l'indignation publique. Le fait qu'elle soit si jeune, âgée de seulement 22 ans au moment de son procès, rendait ses crimes encore plus choquants. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il être capable de commettre des actes aussi monstrueux? En décembre de 1945, Irma Grèze fut condamnée à mort pour son rôle dans les atrocités d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Son exécution eut lieu le 13 décembre de 1945 par le bourreau britannique Albert Pierrepoint. Au moment venu, Grèze, selon les rapports, marcha vers la potence sans montrer le moindre signe de peur. Ses derniers mots auraient été « schnell », le mot allemand pour « rapide », comme si elle restait aux commandes jusqu'à la fin. Chapitre 7. Le molosse de la mort, Johanna Bormann et l'utilisation des chiens pour terroriser et tuer les prisonniers. Connue sous le nom de « la femme aux chiens », Bormann est devenue l'une des gardiennes les plus redoutées des camps de concentration nazis, notamment à Auschwitz et à Bergen-Belsen. Elle utilisait son chien comme une arme, dressant l'animal à attaquer les prisonniers sous ses ordres, causant d'innombrables morts et blessures horribles. Sa petite et frêle silhouette démentait la terreur qu'elle infligeait aux prisonniers sous son autorité, qui se souvenaient d'elle non pas pour sa taille, mais pour l'animal féroce qu'elle contrôlait. Née en 1893, Bormann était plus âgée que beaucoup d'autres gardiennes qui se sont distinguées dans le régime nazi. Elle rejoignit les SS tardivement dans sa vie, après avoir eu un début modeste en travaillant dans des cuisines et autres emplois civils. La décision de Bormann de devenir gardienne d'un camp de concentration survint à un moment où les nazis élargissaient leurs opérations et avaient besoin de plus de personnel pour superviser l'afflux de prisonniers. Malgré son entrée relativement tardive dans les SS, Bormann se fit rapidement un nom, non pas par la violence physique comme certains de ses collègues, mais par l'utilisation terrifiante de son chien comme moyen de contrôle. Bormann fut d'abord assigné à Ravensbrück, le camp de concentration exclusivement féminin où beaucoup de gardiennes recevaient leur formation. Cependant, c'est à Auschwitz qu'elle gagna sa réputation en tant que gardienne qui terrorisait les prisonniers avec l'aide de son berger allemand. Les survivants d'Auschwitz se souvenaient de la peur qu'ils ressentaient en voyant Bormann marcher dans le camp, toujours accompagné de son chien. Le chien, un animal grand et puissant, était dressé pour répondre aux ordres de Bormann avec une précision mortelle. D'un simple geste ou d'un mot de Bormann, le chien se jetait sur un prisonnier, enfonçant ses crocs dans sa chair et le laissant tremblant de douleur. Bormann n'hésitait pas à utiliser son chien pour infliger de la douleur. Elle lâchait son chien sur les prisonniers pour de simples désobéissances, qu'il s'agisse de marcher trop lentement, de ne pas suivre un ordre ou simplement de la regarder de travers. Dans certains cas, les prisonniers qui avaient le malheur de croiser le chemin de Bormann étaient déchirés à mort par son chien. Ceux qui survivaient aux attaques en ressortaient avec de profondes blessures, souvent sans recevoir de soins médicaux, ce qui menait à des infections aussi mortelles que les blessures initiales. Un survivant se souvenait avoir vu une prisonnière qui avait été attaquée par le chien de Bormann, alitée à l'hôpital, son corps couvert de profondes plaies, mourant lentement d'une septicémie. Bormann semblait prendre plaisir à la peur qu'elle pouvait provoquer par la simple présence de son chien. Les témoins de son procès après-guerre relatèrent comment elle défilait dans le camp, provoquant intentionnellement les prisonniers pour pouvoir lâcher son chien sur eux. Même dans un environnement où la violence et la mort faisaient partie du quotidien, l'utilisation que Bormann faisait de son chien se distinguait par son caractère particulièrement sauvage. Lorsque Bormann fut transféré à Bergen-Belsen en 1945, sa réputation de brutalité la suivit. À ce moment-là, Bergen-Belsen était un lieu de terreur absolue. Le camp était surpeuplé, ravagé par les maladies, et les prisonniers mouraient de faim par centaines chaque jour. Les gardiens de Bergen-Belsen, y compris Bormann, montraient peu de compassion pour la souffrance qu'ils voyaient. Bormann continua d'utiliser son chien comme un outil de terreur, le lâchant sur des prisonniers trop faibles pour se défendre. L'air était imprégné de l'odeur de la mort, et pourtant la cruauté de Bormann persistait. Même dans les derniers mois de la guerre, alors que le régime nazi s'effondrait et que les Alliés avançaient, elle restait une figure impitoyable et redoutée.
un récit particulièrement effrayant de Bergen-Belsen, décrivait comment Bormann encouragea son chien à attaquer un groupe de prisonnières trop faibles pour se tenir debout lors de l'appel. Le chien les déchira, leur arrachant la chair et les laissant hurler de douleur, tandis que Bormann les observait, indifférente à leur souffrance. Les survivants racontaient comment elle riait alors que son chien déchirait les prisonniers, savourant sadiquement le pouvoir qu'elle avait sur leur vie. Certaines des prisonnières qui survécurent aux attaques furent ensuite envoyées dans les chambres à gaz, trop blessées ou faibles pour être utiles dans le camp. Lorsque les forces britanniques libérèrent Bergen-Belsen en avril de 1945, elles trouvèrent des milliers de corps non enterrés et des milliers d'autres prisonniers à l'article de la mort. Parmi les gardiens SS capturés par les Britanniques se trouvait Johanna Bormann, qui, comme beaucoup de ses collègues, n'essaya pas de fuir. Les Britanniques arrêtèrent rapidement les gardiens responsables des atrocités dans le camp et Bormann fut arrêté et détenu en vue de son procès. Lors des procès de Belsen, Bormann fut confronté à l'ampleur totale de ses crimes. Les survivants témoignèrent de la terreur qu'elle avait infligée avec son chien, relatant les morts et les blessures causées par ses méthodes brutales. Malgré les preuves accablantes contre elle, Bormann montra peu de remords lors du procès. Elle prétendit n'avoir fait que suivre les ordres, une défense couramment utilisée par les criminels de guerre nazis. Cependant, les témoignages des survivants montrèrent clairement que Bormann avait dépassé de loin ce qui était requis dans son rôle de gardienne. Elle avait choisi activement d'utiliser son chien comme une arme et prenait plaisir à la souffrance qu'elle causait. En décembre de 1945, Johanna Bormann fut condamnée à mort pour son rôle dans les atrocités d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Le 13 décembre de 1945, elle fut exécutée par pendaison aux côtés de plusieurs autres gardiennes, dont Irma Gress. Chapitre 8. La cuisine de l'horreur. Le contrôle brutal d'Ilse Forster sur la nourriture et la famine à Bergen-Belsen. Ilse Forster n'a peut-être pas été aussi physiquement violente que certaines des autres gardiennes des camps de concentration nazis, mais elle a trouvé sa propre manière unique de répandre la cruauté et la terreur. Connue pour son rôle dans les cuisines de Bergen-Belsen, Forster utilisait son pouvoir sur la nourriture comme une arme, l'utilisant pour punir et contrôler les prisonniers qui souffraient déjà d'une extrême famine. Dans les horribles conditions de Bergen-Belsen, où la nourriture était rare et les maladies abondaient, le contrôle de Forster sur les cuisines du camp lui conférait un immense pouvoir sur la vie des prisonniers. Elle n'hésitait pas à utiliser ce pouvoir pour infliger encore plus de souffrance à ceux qui étaient déjà au bord de la mort. Ilse Forster commença son travail dans les camps de concentration vers la fin de la guerre, alors que le régime nazi s'empressait de pourvoir les postes vacants de son personnel. Elle n'avait aucune formation formelle dans les SS, ni aucune expérience dans un travail militaire ou policier. Au lieu de cela, elle fut attirée dans le système des camps pour gérer une cuisine, où elle devint rapidement célèbre pour sa cruauté. À Bergen-Belsen, elle fut placée en charge de la distribution des aliments dans le camp, un rôle particulièrement important étant donné la situation désespérée. La nourriture était déjà insuffisante, avec des milliers de prisonniers mourant de faim. Dans ce contexte, Forster vit une opportunité d'exercer son autorité de la manière la plus brutale et sadique possible. Le rôle de Forster dans les cuisines signifiait qu'elle avait un contrôle direct sur les rations distribuées aux prisonniers. En plus du fait que la nourriture était insuffisante, elle était souvent pourrie ou contaminée, ajoutant encore plus de misère à ceux qui étaient obligés de la consommer. Mais Forster ne se contentait pas de superviser la distribution de la mauvaise nourriture. Elle retenait activement la nourriture des prisonniers, se délectant du pouvoir qu'elle avait sur leur vie. Les survivants se souvenaient de la façon dont elle restait à observer, pendant que les prisonniers suppliaient pour des restes supplémentaires, regardant comment ils se battaient pour les quelques pommes de terre pourries ou les croûtes de pain qu'ils recevaient. Elle semblait prendre plaisir à voir leur désespoir, affichant sa cruauté de manière flagrante. Un des aspects les plus horribles du contrôle de Forster sur la nourriture était sa tendance à frapper les prisonniers qui tentaient de voler dans les cuisines. À Bergen-Belsen, où la faim était une réalité quotidienne, de nombreux prisonniers risquaient leur vie en essayant de voler de la nourriture dans la cuisine. Cependant, Forster était impitoyable dans sa réponse à ces tentatives. Armée d'un bâton ou d'une matraque en caoutchouc, elle frappait sans pitié quiconque était surpris en train de voler de la nourriture.
Les survivants décrivaient comment Forster traînait les prisonniers dans une pièce à côté de la cuisine, où elle les battait brutalement, les laissant ensanglantés et brisés. Certains des prisonniers ne se remettaient jamais de ces coups, car leur corps était trop affaibli par la faim pour supporter la violence. Mais ce n'est pas tout. Sa cruauté s'étendait également aux tourments psychologiques qu'elle infligeait aux prisonniers affamés. Elle les provoquait en faisant des commentaires sur la quantité de nourriture disponible pour le personnel des SS, tandis que les prisonniers mouraient de faim. Elle prenait plaisir à voir la souffrance des prisonniers, sachant qu'elle détenait les clés de leur survie et qu'elle pouvait les leur refuser à sa guise. Même parmi les autres gardiennes des SS à Bergen-Belsen, le comportement de Forster était considéré comme extrême. Ses collègues gardiennes témoignèrent lors de son procès qu'elle l'avait vu battre les prisonniers de manière excessive. Et une autre affirma même que Forster s'était vanté d'avoir attrapé un groupe de prisonniers en train de voler du sucre et de leur avoir donné une bonne correction en réponse. Ce comportement sadique était bien connu parmi les prisonniers, qui vivaient dans la crainte constante de sa colère. La réputation de Forster en tant que la cuisinière impitoyable devint l'un des nombreux cauchemars auxquels les prisonniers étaient confrontés quotidiennement dans le camp. Alors que la guerre touchait à sa fin et que le régime nazi commençait à s'effondrer, Forster poursuivit son règne de terreur dans les cuisines. Même dans les derniers jours avant que le camp ne soit libéré par les forces britanniques, elle ne montrait aucun signe de remords. Lorsque Bergen-Belsen fut finalement libéré en avril de 1945, l'ampleur des horreurs qui s'y étaient déroulées fut révélée au grand jour. Le camp était une scène de dévastation totale, avec des milliers de corps squelettiques non enterrés et les survivants s'accrochant à peine à la vie, beaucoup d'entre eux trop faibles pour se tenir debout. Parmi le personnel du camp capturé par les Britanniques se trouvait Ilse Forster, dont les actions dans les cuisines avaient contribué à la famine et à la souffrance de nombreux prisonniers. Lors de son procès dans le cadre des procès de Belsen, le rôle de Forster dans le camp fut exposé. Les survivants témoignèrent des coups qu'elle avait administrés et de la nourriture qu'elle avait retenue, relatant la cruauté qu'elle avait manifestée dans les cuisines. Un survivant raconta au tribunal comment Forster avait battu à mort une jeune femme de ses propres mains, après l'avoir surprise en train de voler un morceau de pain. Un autre témoin décrivit le tourment psychologique que Forster infligeait en se moquant des prisonniers avec de la nourriture, juste pour la leur retirer au dernier moment. Malgré les preuves accablantes contre elle, Ilse Forster ne reçut pas la peine de mort pour ses crimes. Au lieu de cela, elle fut condamnée à 10 ans de prison, une sentence relativement clémente compte tenu de la gravité de la souffrance qu'elle avait causée. Cette clémence était probablement due au fait qu'elle n'avait pas été directement impliquée dans les massacres de masse qui avaient eu lieu dans d'autres parties du camp, comme dans les chambres à gaz. Cependant, de nombreux survivants furent indignés par la sentence, estimant qu'il n'y avait pas eu de véritable justice pour les vies qu'elle avait détruites. Forster ne purgua qu'une partie de sa peine, étant libérée en 1951, après seulement 6 ans de prison. On sait peu de choses sur sa vie après sa libération, car elle évita l'attention publique pour le reste de ses jours. Ilse Forster n'a peut-être travaillé que dans les cuisines, et non en première ligne des massacres de masse, mais son rôle dans la souffrance à Bergen-Belsen n'en fut pas moins significatif. Par son contrôle sur la nourriture, elle détenait entre ses mains le pouvoir de vie ou de mort, et elle utilisa ce pouvoir pour punir, tourmenter et tuer.